Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler un petit peu de vos croyances et de certains biais cognitifs qu'on pourrait avoir. On va parler du principe de la baseline. Alors, pour ceux qui se seraient déjà intéressés à la crédibilité, l'évaluation de la crédibilité, c'est un principe fondamental, mais encore très méconnu en l'occurrence, puisqu'il n'y a que quelques études qui se concentrent dessus et des études récentes montrent qu'en réalité, la baseline, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, c'est fantastique, on l'utilise depuis les années 70 dans les méthodes d'entretien, mais malheureusement, on n'arrive pas à la définir. On va parler un petit peu de gestuelle et de micro-expression, un petit peu de non-verbal, bien sûr, puisque c'est généralement ce qui saute à l'esprit quand on parle d'évaluation de la crédibilité, quand on parle de détection du mensonge. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va raser beaucoup de choses, malheureusement, et on va quand même essayer de reconstruire derrière avec les mots du mensonge et l'intelligence artificielle appliquée à la linguistique. Tout un programme. Alors, Magali et Mathilde m'ont présenté, mais c'est quand même la plus belle photo que j'ai de moi, donc il faut bien que je la mette quelque part. Donc, je m'appelle Frédéric Thomas, sans H. Je suis docteur en psychologie depuis le 12 janvier 2021, date qui restera gravée dans ma mémoire à jamais, puisque j'ai fait ma soutenance de thèse en ligne. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas ça, et ça a été un moment assez incroyable de passer 5 heures avec un jury face à un écran. Je suis assistant professor, comme ils disent aux Pays-Bas, donc c'est l'équivalent du titre de maître de conférence en France. Mes recherches portent sur la détection du mensonge, bien entendu, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. La psychologie judiciaire, en collaborant notamment avec Mathilde, Magali, mais aussi Olivier Daudier, qui est peut-être un nom qui vous parle si vous vous intéressez à la psychologie judiciaire, et de manière générale à la communication interpersonnelle. Du coup, là, en ce moment, j'essaye de mieux comprendre le mensonge appliqué dans les rencontres en ligne et auprès des influenceurs. Alors, c'est un nouveau monde dont je ne vais pas parler ce soir. Il n'y a pas de recherche sur le sujet. On est un peu pionnier dans le domaine, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et comme l'a dit Magali, je suis également formateur auprès de la police. Alors, formé notamment les polices françaises et suisses, auprès de cabinets de ressources humaines, auprès du ministère des Armées, auprès de boîtes d'assurance, et bref, tous ceux qui pourraient un jour être confrontés aux mensonges, et ça fait beaucoup de monde. Comme elles l'ont souligné aussi, du coup, j'ai vraiment plus grand chose à dire. Il y a un bouquin qui est sorti en 2019, qu'on a coécrit avec mes collègues Benjamin Elissalde, Hugues Delmas et Gladys Raffin, qui s'appelle Le mensonge, sous-titre Psychologie, application et outils de détection. On a vraiment essayé de couvrir le champ le plus large possible sur le mensonge, vu qu'il y a un manque flagrant de littérature en français sur le sujet. Et c'est assez récent, ça date de 2019, et pourtant aujourd'hui, on réécrirait bien certaines parties, on en ajouterait bien 3 ou 4. Il y a toujours des choses à dire dessus. J'ai aussi un intérêt pour tout ce qui est esprit critique. Du coup, il y a un petit ouvrage pour les grands adultes et les grands enfants qui s'appelle « Dis c'est quoi l'esprit critique ?» Et bientôt, mais ça c'est une exclusive pour aujourd'hui, il y a un petit ouvrage qui va sortir sur les théories du décodage non verbal, coécrit avec Florian Dupas, qui est négociateur, très impliqué aussi dans la sphère sceptique. Voilà, donc ça c'est juste pour vous et pour personne d'autre. Alors, entrons immédiatement dans le vif du sujet. On va parler des croyances par rapport aux mensonges. Quand je vous dis mensonge, généralement, ça éveille des choses en vous. Quand je parle détection du mensonge, encore plus. Si vous avez des enfants qui ont aux alentours de 3-4 ans ou peut-être même plus, vous remarquez qu'ils vous mentent relativement régulièrement et que vous commencez à savoir comment le détecter. Alors, ça fait partie de nos croyances, on en a tous, et ces croyances peuvent être correctes ou incorrectes. Des croyances, ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui n'existent pas. Des croyances, ce sont simplement des perspectives que nous avons sur le monde et, dans le cas présent, notre perspective sur notre capacité à détecter le mensonge et de quelle manière on le détecte. Alors, fatalement, vous allez voir que dans ce cas-ci, généralement, c'est assez incorrect. Probablement, la plupart d'entre vous ont déjà entendu que 93% de la communication est non verbale. Si vous l'avez déjà entendu, n'hésitez pas à le faire savoir dans le chat, ça nous permet de jauger un petit peu, comme on n'a pas de feedback non verbal de votre part, moi il faut que je sache un peu si vous êtes toujours là aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu que 93% de la communication est non verbale ou un chiffre
relativement haut, du style 80, 85. Alors je vois du oui, non, oui, oui, non, en effet. Ah, oui, bien sûr, d'accord, fantastique. D'accord, il y a du plus de oui que de non a priori, plutôt 75. Ah oui, un détail, pardon, je suis belge. Je suis belge, du coup, chez moi, on dit 93. C'était 93, bien sûr, hein, je ne sais pas dans quel sens je l'ai dit, mais voilà. D'accord, donc je vois qu'il y a plus de oui que de non. Donc, en effet, il paraîtrait, hein, on est bien d'accord que 93% de la communication non verbale, c'est basé sur une étude des années 60 qui a été très clairement mésinterprétée. Non, pas du tout. Votre communication, en réalité, c'est 33% de verbal, 33% de non-verbal, 33% de vocal, hein, de paraverbal, les fluctuations de votre voix. Et puis, ça veut dire qu'il nous reste un petit pourcent de je ne sais quoi et que vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça fait votre touche personnelle. Mais en gros, chaque portion de la communication, en fait, est importante dans ce que vous allez dire. Le non-verbal n'est pas la clé de tout et certainement pas en matière de mensonge, puisque les croyances les plus répandues dans le monde, ce sont les suivantes, par ordre de fréquence. La première croyance dans le monde entier, c'est l'idée que lorsqu'on ment, on fuit du regard. Ce que je viens de faire actuellement, puisque je ne regarde pas droit dans la caméra, mais ça ne veut pas dire que je suis en train de vous mentir. 70% des personnes interrogées soupçonnent que lorsqu'on ment, on va fuir du regard à un moment. Pas loin derrière, on a l'hypothèse de nervosité. Alors, comme l'a dit Magali, l'hypothèse de nervosité, j'en ai pondu une thèse dessus, donc je connais un petit peu le sujet. Le lien entre nervosité et mensonge est au-delà de flou. C'est-à-dire que vous allez ressentir de la nervosité quand vous mentez, ça c'est logique. Il est donc logique de s'attendre à ce que la personne en face de nous soit nerveux, ou nerveuse en l'occurrence, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de signaux de nervosité qui apparaissent. Alors il y a plein de raisons à ça, hein. Notamment, nous sommes des êtres humains qui sommes plutôt bien constitués, on a plutôt une bonne perception de nous-mêmes et on est capable de corriger toutes ces choses-là. On est capable de contrôler notre comportement. En plus de ça, globalement, on est assez mauvais pour repérer les émotions dans le comportement non verbal. Si vous n'avez pas lu les travaux de Lisa Feldman-Barrett, je vous encourage à les lire. C'est un alignement sur les émotions et notre capacité à les comprendre qui vous prouve qu'en fait, on est très, très mal foutu. Après ça, vous avez d'autres éléments comme les incohérences, les mouvements du corps. Alors, peu importe ce que ça veut dire, mais généralement, on s'attend dans cette idée de nervosité à une augmentation des mouvements du corps, plus d'expression faciale ou en tout cas plus de fuite, on en parlera après, plus d'inconsistance, plus de poses pleines, plus de couleur du visage, donc plus on rougit ou alors plus on blêmit, ça dépend dans quel sens on va en fonction de la culture, et plus de pauses silencieuses. Alors, vous l'aurez compris, il y a un pattern qui se dégage là, hein. C'est que dans le monde entier, on pense que quand on ment, il y a toujours plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de regards fuyants, toujours plus de nervosité, toujours plus d'incohérence. Il y a cette tendance à croire que quand on ment, on va montrer davantage de signaux. Alors, vous voyez que la plupart sont non-verbaux. Il y en a 2 qui sont verbaux, c'est les incohérences et les inconsistances. Et puis, les pauses, les pauses pleines et silencieuses, ce sont plutôt des éléments qu'on peut décrire comme paraverbaux, donc liés au vocal. Alors, que dit la science? Vous allez voir que la science, elle n'est pas tout à fait d'accord avec ses croyances, hein. On peut dire qu'on est même carrément à côté de la plaque. Le regard fuyant, il n'y en a pas plus quand vous mentez. Ça, c'est prouvé par A plus B égale C. La nervosité, on ne la repère pas plus. Les incohérences, ça par contre, c'est juste, hein, on est en effet plus incohérent quand on ment. Les mouvements du corps, on a tendance à les diminuer, donc complètement à l'opposé de ce qu'on peut attendre. Les expressions faciales, pas de changement quand vous mentez. Les inconsistances, elles aussi, augmentent. Les pauses pleines, la couleur du visage et les pauses silencieuses ne changent pas. Alors, un élément qui est du coup fondamental, c'est qu'on voit qu'il y a quand même 6 éléments non verbaux. Les 2 seuls qui vont dans le sens de nos croyances, ce sont les éléments verbaux. Premier signal que le non-verbal n'est peut-être pas ce dont on a besoin pour détecter le mensonge. Mais bon, on y reviendra un petit peu plus tard.
Juste pour vous dire que si vous pensiez qu'en effet on fuyait plus du regard, qu'on était plus nerveux, vous n'êtes pas seul, hein, puisque ces croyances sont partagées notamment par les policiers, mais également les prisonniers, mais également le corps général de la justice, hein, incluant avocats, magistrats, etc. Et aussi, eh bien, puisque c'est généralement notre population de comparaison, les étudiants. Donc, tout le monde dans le même sac. Ce qui en soi n'est pas rassurant. Quand vous pensez qu'il y a certaines professions qui reposent davantage sur cette évaluation de la crédibilité, ne pas faire mieux qu'un étudiant, c'est voilà, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, c'est peut-être pas la nouvelle à laquelle vous vous attendiez aujourd'hui. On a actuellement une étude qui est en cours de finalisation pour être publiée, où on montre que policiers et étudiants ont exactement les mêmes jugements au niveau des croyances et que les policiers ont tendance à avoir un petit peu plus confiance en eux aussi. Bon, c'est encore pire, on va dire, mais globalement, on est tous dans le même sac. On n'est pas bon pour conceptualiser les éléments qui seraient intéressants pour détecter le mensonge. Alors bon, posons-nous la question un instant, d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui fait que on va croire que lorsqu'on ment, on détourne le regard, qu'on va être plus nerveux? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est votre expérience. La première, c'est que vous faites des inférences en disant: «Tiens, là, j'ai eu raison à ce moment-là, on m'a prouvé que cette personne me mentait et j'ai vu en effet qu'il y avait plus de nervosité chez cette personne-là». Et on va avoir tendance, à partir de certains cas, à tenter d'en tirer une règle générale. Alors ça, c'est la porte ouverte, à toutes les erreurs, puisque, c'est sur ça que se basent notamment certaines pseudosciences, hein. C'est sur de l'observation, où on va, observer un nombre de comportements répétés dans plusieurs situations et en tirer une règle générale et universelle, et donc à éviter absolument. Mais au-delà de ça, il y a bien sûr d'autres sources fantastiques, les cadrans du regard, hein, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je vois que l'image est pixelisée, il serait temps que je la renouvelle peut-être. Les cadrans du regard, c'est une théorie qui nous vient de la programmation neurolinguistique. Alors la programmation neurolinguistique, n'a pas grand-chose de neuro et n'a pas vraiment grand-chose de linguistique non plus. Et alors programmation, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc c'est voilà, c'est un très joli mot, mais ce qui se cache derrière, c'est un peu plus compliqué. C'est à la base une méthode pour faciliter, la communication entre un psychologue et son patient, son client. Ça a été traduit dans le domaine de la communication et Richard Bandler et j'ai oublié le prénom de l'autre, donc c'est Bandler et Grinder, ont tous les 2 émis l'idée que dans notre manière de communiquer, les yeux partaient à gauche quand on essayait de se remémorer quelque chose et à droite quand on, essayait d'imaginer, le futur ou autre chose. De là, ils se sont dit: «Tiens, tiens, tiens, si, je suis en train de mentir, c'est que je ne suis pas en train de me remémorer puisque ça ne s'est pas passé. Donc je vais regarder plus à droite, et plus particulièrement en haut à droite». Alors oui, dans le concept, pourquoi pas? Ça a été testé par 4 équipes différentes et on n'a rien trouvé, rien. Et ce qui est absolument fascinant dans ce cas-là, c'est qu'ils ont complètement zappé l'idée que vous pouviez regarder en face de vous. Vous regardez l'image, ça n'existe pas. Vous regardez soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit au milieu, soit en bas, mais en face de vous, ça n'existe pas. Donc méthodologiquement, on comprend déjà qu'il y a un petit souci. Et ensuite, on a la culture populaire. Alors, Lie to Me, si vous êtes déjà intéressé au monde judiciaire, à la détection du mensonge, c'est la série à regarder, c'est captivant, c'est génial. L'acteur principal, joué par Tim Roth, qui est quand même un acteur fabuleux, détecte le mensonge dans à peu près 98% des cas. Je crois qu'il se plante 2 fois sur les 3 saisons. C'est fictionnel, hein, absolument. Ça vous pose aussi, l'idée, qu'il y aurait des naturels parmi nous, hein, des espèces de sorciers capables de détecter, le mensonge sans aucune formation. Non, 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 ça n'existe pas. Esprit criminel, hein, l'autre grande série criminelle, que les gens peuvent voir à la télévision,
Alors là, vous avez notamment Reed, qui est le personnage à droite de celui qui est tout devant, qui est cette espèce d'analyste fantastique qui permet de voilà, évaluer la crédibilité. Ils font même une démonstration à un moment, et ça plaira à Mathilde et Magali, de l'entretien cognitif. Il y a un épisode où elle fait un entretien cognitif à une personne sur un lit d'hôpital. Alors déjà dans les conditions faciles pour se remémorer des choses, et l'entretien cognitif est fait n'importe comment. Et puis la petite dernière que j'aime beaucoup, hein, Scorpion, c'est très, très agréable à regarder. Vous avez, donc c'est une équipe de génie, hein, globalement. Vous avez de gauche à droite le génie mathématique, le génie comportementaliste qui doit fatalement avoir un chapeau, c'est important. Le génie au centre qui est une espèce de génie général, hein, un Einstein des temps modernes. La madame à sa droite, qui est le génie émotionnel, hein, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas particulièrement intelligente, mais qu'est-ce qu'elle connecte bien avec les gens. À sa droite encore, le génie mécanique et toujours plus à droite, le bourrin du FBI. Donc très agréable à regarder, mais toujours basé sur rien. Alors quand je dis rien, c'est vraiment rien, il n'y a pas de science derrière, absolument rien. Bon, alors, on est parti là-dessus. Ça commence pas bien, vous vous dites déjà, bon, je vais quitter cette conférence, je vais rien apprendre. Alors, c'est pas vrai, j'espère, mais surtout, ne partez pas maintenant, puisqu'on a un petit jeu. On a un petit jeu pour vous. Bah oui, il faut bien se maintenir connecté puisqu'on est à distance. Alors, j'ai un petit jeu pour vous. Il y a une consigne et puis il va y avoir un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Alors, si vous êtes déjà sur votre téléphone, c'est plus compliqué, on est bien d'accord. Mais si vous n'avez pas votre téléphone avec la conférence, vous pouvez l'utiliser. Je vais vous poser une question et normalement, alors normalement, si la technique est avec moi, et Dieu sait que d'habitude elle ne l'est pas du tout, en scannant le QR code, vous allez pouvoir donner votre réponse. La question étant, combien de mètres cubes de terre pouvez-vous trouver dans un trou faisant 3 mètres de large, 3 mètres de long et 3 mètres de profondeur? Si vous flashez le QR code, normalement, vous pouvez accéder à un petit questionnaire. Hein, je vais le faire en même temps que vous, comme ça. On verra si ça fonctionne ou pas du tout. Alors, il semblerait que chez moi, ça passe, mais c'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai fait. Si ça ne passe pas chez vous, vous avez toujours l'option de mettre votre réponse dans le chat. Ah, mais je vois qu'il y a des réponses qui s'encodent, c'est fantastique. Parfait, c'est fantastique. Je vais vous laisser encore, allez, on va dire 1 minute, comme ça on commence à avoir une vision de vos réponses potentielles. J'ai 42 réponses, vous êtes actifs, ça fait plaisir, vous n'êtes pas endormis. Et j'ai iPhone qui dit 27 dans le chat, c'est génial. Christine dit la même chose, c'est génial, parfait, merci beaucoup. J'ai Gilles Rioux qui nous parle de PNL et David Hasselhoff, d'accord, ok, pourquoi pas. D'accord, donc je peux vous dire, j'ai les réponses sous les yeux et vous allez devoir me faire confiance parce que si je change d'écran, j'ai peur que Zoom ne soit plus d'accord avec moi. 57,7% parmi vous, donc plus de la moitié, me dit 27 mètres cubes. Alors, je conçois bien, oui, mais dans un trou, il n'y a pas de terre. C'est le principe d'un trou. Vous ne pouvez pas trouver 27 mètres cubes de terre dans un trou qui fait 3 mètres de large, 3 mètres de long et 3 mètres de profondeur. Ah là là, le filou, il nous a bien eu. Il n'y a que les Belges pour nous faire des blagues pendant les conférences. C'est bien vrai. C'est pour ça qu'on finit tous chez France Inter à la fin. Alors, tout ça pour vous illustrer un petit peu la notion de biais cognitif. Vous avez sauté sur la première réponse qui vous est venue à l'esprit parce que vous avez vu oh, 3 fois 3 fois 3, ça doit faire 27 mètres cubes et on y va. Vous n'avez pas tout à fait tort en tant que tel, puisqu'il y a en effet une notion de 27 mètres cubes, mais c'est 27 mètres cubes de vide plutôt que 27 mètres cubes de terre. Bon. Alors, les biais cognitifs, généralement, on en dépeint une image qui est assez négative. On dit, ah là là, il faut faire attention à ces biais. Alors, c'est vrai, mais en même temps,
on n'aurait pas les biais cognitifs, je pense qu'on surchaufferait très rapidement dans la vie, vraiment. Les biais cognitifs, à la base, sont là pour nous faciliter la vie. Ils se produisent rapidement, ils se produisent inconsciemment, ou du moins le moins consciemment possible, on va dire, et ils nous rendent généralement la vie plus simple. Quand vous vous levez le matin, je sais pas, vous faites ce que vous voulez le matin et puis vous devez aller au boulot. Vous n'allez pas retourner tout votre appartement pour vous demander où sont vos clés. Vous allez spontanément aller chercher là où vos clés se trouvent d'habitude. Bah, vous avez des raisonnements qui vont vous rendre la vie plus simple. C'est quand même fantastique. Alors c'est sûr que quand les clés y sont pas, ça vous rend la vie plus compliquée. Eh bien, les biais, ça peut faire les 2, ça peut vous faciliter la vie, mais ça peut aussi vous poser quelques petits problèmes. Alors j'en ai listé quelques-uns, je sais que certains parmi vous, les connaissent déjà, mais ça fait pas de mal un petit rafraîchissement. Le premier que j'aime beaucoup, c'est le biais de halo. C'est le biais de halo. Le biais de halo, c'est l'idée qu'on va, octroyer des traits de personnalité à une personne en fonction de ses attraits, physiques, ses ce qu'elle nous renvoie en fait, tout simplement. Alors l'image là est en anglais, hein, mais je vous la traduis parce que je suis sympa. Vous avez donc, le chihuahua qui regarde, le beau chien touffu et qui dit: «Ah là là, mais qu'est-ce qu'il a une fourrure luxuriante et foisonnante!» Et vous voyez en effet que c'est un très, très beau chien, hein, c'est un chien de compète. Et le chihuahua en tire, la logique que, voilà, je parie que c'est vraiment un bon toutou. Et vous voyez derrière que fatalement, pas du tout, hein, c'est un biais de halo. En partant de certaines, d'une apparence physique, on dégage, des traits de personnalité, hem, généralement positives, mais aussi négatives, hein. Dans le côté négatif, on appelle ça le délit de faciès. Simplement l'idée qu'à partir d'un visage, on va, octroyer des traits de personnalité négatifs à la personne en face de nous. Je me rends compte que je parle beaucoup trop lentement et qu'il faut que j'avance. Alors, nous avons le biais de confirmation, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui est l'idée que vous avez une croyance et on peut vous prouver par A plus B que vous avez tort. Si on vous montre à côté que vous avez raison, vous allez dire: «Mais j'ai raison, regarde la source en question là». Ça nous rappelle tous des conversations qu'on a pu avoir ces dernières années, pendant les confinements, où chacun venait avec sa propre source pour, prouver qu'il ou elle avait raison. Et alors fatalement, il y a aussi des biais spécifiques au mensonge, hein, ce qu'on appelle les biais de vérité et de mensonge. C'est l'idée que, on a tendance à croire de base que les êtres humains qui interagissent avec nous sont des gens honnêtes, que ce sont des gens qui vont nous dire la vérité au quotidien. C'est souvent un problème dans le cadre des ressources humaines puisque on a tendance à ne pas aller chercher la petite bête pour voir si, cette personne n'est pas en train de nous mentir, alors qu'en entretien d'embauche, tout le monde ment. Et de l'autre côté, vous avez le biais de mensonge qui est l'idée qu'on va chercher, davantage à prouver que l'autre ment en face de nous. C'est un biais qui est particulièrement présent chez les policiers qui ont une tendance à être plus suspects que la moyenne, hem, plus suspicieux, c'est plutôt le bon terme, plus suspicieux que la moyenne, des gens. Et deuxième biais propre au mensonge, l'erreur d'Othello. Alors l'erreur d'Othello, théoriquement, je dois vous refaire tout Othello, mais là, ça va être très long. L'erreur d'Othello, retenez tout simplement que Othello, se fait avoir par un de ses généraux, qui lui laisse croire que sa femme le trompe et au moment où il arrive dans la chambre pour confronter sa femme, vous le voyez, hein, il est armé d'un poignard, il vient en plus de poignarder son amant potentiel qui n'est pas du tout son amant, donc il y a un petit peu de sang qui coule, voilà, il inspire la confiance. Elle est allongée dans son lit comme elle le fait toute la pièce et le voyant arriver, bien sûr, elle panique. Elle le voit tout en armure, il n'est pas, souriant et il vient la confronter en disant: «Femme, tu me trompes». Du coup, bah, elle se met à trembler, elle a la voix qui chevrotte et lui interprète tous ces signaux-là comme des signaux de, culpabilité. Alors malgré le fait qu'il a un poignard quand même, à portée de main, il va l'étouffer, comme ça vous savez tout et elle va mourir pendant 2 longues pages à faire: «Ah», voilà. Donc l'erreur d'Othello, c'est l'idée qu'on va, à partir de signaux non verbaux, Hem, déterminer si quelqu'un est nerveux et donc potentiellement en inférer que cette personne est en train de mentir. Alors comment est-ce qu'on détecte le mensonge?
Moi, je vais vous le dire, hein, c'est avec beaucoup de courage, de patience et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Pourquoi? Parce que globalement, en matière de psychologie du mensonge, nous sommes d'excellents menteurs. On commence à mentir à partir approximativement de l'âge de 3 ans, c'est-à-dire qu'on a de la pratique, on ment depuis longtemps, on ment plusieurs fois par jour. C'est une forme aussi de ciment social, hein, quand vous y pensez. Votre partenaire vous dit, «Tu trouves pas que j'ai un peu grossi?» Heu, Si vous dites «oui», vous allez vous retrouver à la rue avec vos affaires assez rapidement. Donc fatalement, pour essayer de garder une cohésion sociale, parfois il faut mentir. Et puis on a une variété impressionnante de mensonges. Heu, vous avez des mensonges au sujet de vos émotions ou au sujet des faits. Vous avez des mensonges égoïstes pour vous satisfaire vous-même ou des mensonges altruistes, hein, pour satisfaire la relation qui vous unit à une autre personne. Et puis, vous avez plusieurs manières de mentir. Vous pouvez falsifier complètement votre mensonge, ce qui est assez rare en l'occurrence. Vous pouvez modifier la vérité pour faire en sorte qu'elle rentre dans les cases qui vous correspondent le mieux. Ou vous pouvez, et là ça devient très difficile, omettre des informations. Et dans ce cas-là, la détection sera très, très, très complexe. Donc nous sommes d'excellents menteurs, mais surtout nous sommes de piètres détecteurs de mensonges. Comme vous l'avez compris, nous sommes guidés par le principe de vérité, le biais de vérité. Nous sommes truffés de croyances et surtout nous ne posons pas les bonnes questions. Alors je ne vais pas m'attarder sur les méthodes d'entretien parce que c'est pas tout à fait mon domaine. Je soupçonne que, heu, d'autres conférenciers le feront mieux que moi. Mais voilà, nous sommes pas équipés pour ça, ce qui fait que de manière générale, notre taux de détection ne dépasse pas 50 et 50 c'est une vision très optimiste de la chose. On est probablement moins bon que ça. C'est-à-dire que si, sans aucun outil, sans aucune formation, vous allez tenter de détecter le mensonge, autant lancer une pièce en l'air, dire piliment face, il dit la vérité et vous voyez le résultat, vous serez aussi fiable et ça vous coûtera moins d'énergie. Je vous l'ai dit, l'hypothèse de nervosité, c'est pas fiable. C'est pas fiable pour plusieurs raisons. Le menteur peut ne pas montrer de stress. Dans ce cas, vous êtes face à un faux négatif, hein. L'authentique peut se sentir stressé, encore plus dans le cadre judiciaire. Si vous ne travaillez pas dans le cadre judiciaire, je vous donne un exemple très simple, on a tous ressenti la nervosité à un moment. Quand vous sortez des transports en commun et qu'il y a les contrôleurs, vous avez beau avoir validé votre ticket, vous avez quand même ce petit moment où vous vous dites: «Ouh là 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 là, et si ça passait pas?» Vous avez votre rythme cardiaque qui s'accélère, voilà, vous êtes tout à fait, sincère, authentique et dans les règles, mais voilà, vous vous sentez quand même nerveux, ça arrive. Bon, et puis le menteur peut ressentir d'autres émotions que la nervosité, donc la culpabilité, la honte ou même dans cette vidéo absolument pixelisée qui ne jouera peut-être pas, elle ne joue pas, mais vous voyez probablement un sourire apparaître sur l'écran, de ce joueur de foot qui se roule par terre, hein. On connaît tous les simulateurs du football qui, dans les airs, ont extrêmement mal et une fois qu'ils touchent le sol, vont beaucoup mieux. Vous pouvez ressentir donc de la joie aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'émotion? Parce que c'est au cœur même de cette théorie qui a créé, la détection du mensonge moderne. Alors ça s'appelle la théorie des fuites comportementales. C'est l'idée que lorsque vous mentez, vous allez être, en contrôle de vos émotions, vous allez masquer vos émotions, mais que parfois elles sont tellement intenses qu'elles peuvent fuiter. Alors fuiter, ça veut simplement dire que vous allez voir une émotion passer subrepticement sur le visage. Ça a rapport notamment à ce qu'on appelle les micro-expressions faciales, mais pas que. Ça peut durer plus longtemps qu'une seconde, donc c'est simplement l'idée qu'une autre émotion que celle qui est attendue va apparaître. Alors, pour cela, quoi qu'il arrive, nous devons évaluer une baseline. Comme je vous l'ai dit, la baseline, c'est assez, c'est assez problématique parce que personne ne sait comment vraiment établir une baseline, premièrement. Oui, on vous dit de poser des questions générales, mais ces questions générales, personne ne vous dit sur quoi elles doivent porter. Admettons que vous êtes capable d'établir une baseline, c'est-à-dire un comportement général de l'être humain en dehors de tout cadre émotionnel. Vous devez ensuite observer le comportement, non verbal ou verbal, et voir s'il y a des divergences par rapport à cette baseline. Est-ce que cette personne s'agite plus?
est-ce que cette personne réagit différemment que par rapport à sa baseline? Et puis, une fois que vous avez repéré ces marqueurs de divergence, ce qu'on appelle les hotspots, parce que c'est un mot très sympa en anglais, il faut les questionner et savoir un petit peu ce qu'ils représentent. Alors, j'ai un exemple qui, j'espère, va passer en vidéo parce que sinon cette présentation va manquer d'exemples et ce serait dommage, mais je pourrais peut-être vous les faire parvenir si ils vous intéressent. Nous sommes dans le cadre du procès Holm et la personne qui ça va lire, c'est parfait. Et la personne qui est là est une témoin qui a été appelée à la barre et elle va raconter ce qu'elle a vécu. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir le son, mais vous vous doutez bien que quand vous passez à la barre, vous n'êtes pas dans les conditions les plus sympathiques du monde. Pourtant, elle va avoir des réactions qui ne sont pas normales. Alors, lira-t-il? Elle va dire là qu'elle a eu très très peur. Donc, vous pouvez voir qu'à la fin, quand elle dit « j'ai eu très très peur de son attitude », qui a lieu maintenant, elle ne nous montre pas vraiment de la peur. On est bien d'accord. Elle nous montre quelque chose qui ressemble plutôt à de la joie. On a les yeux qui se plissent, on a la commissure des lèvres qui s'élève. Globalement, ça nous fait plus penser à de la joie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle est en train de nous mentir? Pas du tout. Pas du tout. Ça peut vouloir dire plein de choses. Peut-être que le ou la journaliste en face d'elle est en train de sourire. Vous savez, quand je me mets à sourire, les gens en face de moi ont tendance à sourire davantage. Ça fait partie de notre ciment social. Peut-être qu'elle est juste intimidée par les caméras. Peut-être qu'elle est juste soulagée. En fait, il y a tellement d'hypothèses alternatives dont on doit se préoccuper que celle du mensonge, au final, n'apparaît pas vraiment. J'en ai une autre derrière, mais comme vous n'avez pas le son, c'est dommage, mais c'est simplement pour vous montrer à quoi ressemble le dégoût. Quand vous portez des lunettes, ça se voit très très bien. Donc, on a une personne qui est là, voilà. Il dit que voilà, c'est un très beau vêtement pour la personne en question. La vidéo s'est arrêtée pour une raison que je ne m'explique pas, mais vous allez avoir une petite micro-expression de dégoût qui passe en disant que c'est quelque chose qui lui va très très bien. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il est en train de mentir? Pas forcément. On peut avoir des émotions conflictuelles, on peut avoir plusieurs émotions ensemble. C'est compliqué. Alors, j'avais encore un exemple, mais ça ne sert à rien si vous n'avez pas le son, puisque c'est quand même l'exemple meurtrier par excellence. L'affaire Diane Downs. Si vous n'avez pas connaissance de cette affaire, je vous invite quand même à aller lire sur le sujet. Ces interviews sont glaçantes au possible. Alors, avançons dans cette histoire. Ah oui, le roi de la micro-expression. J'étais obligé d'en parler. Vous voyez ici, du coup, une combinaison entre ce que les analystes non-verbaux verraient comme du dégoût, de la joie, non, pardon, du dégoût, du mépris et de la colère. Alors, peut-être que Nicolas Sarkozy ressent souvent du dégoût, du mépris et de la colère. C'est possible. Toujours est-il qu'en réalité, et c'est là que le principe de baseline est vraiment important, c'est une micro-expression faciale, c'est un geste visuel qu'il fait très souvent. Ça se produit constamment, surtout lorsqu'il a un discours passionné. Donc il a des tics, on le sait, c'est Nicolas Sarkozy, il a des tics gestuels qui font que, parfois on pourrait croire qu'il est méprisant, qu'il est dégoûté, qu'il est en colère, alors qu'en réalité non, c'est certainement son visage qui s'active de cette manière-là. Donc, principe à garder en tête, si vous souhaitez questionner une divergence que vous avez aperçue, on part toujours sur l'idée d'une baseline. Il faut connaître le comportement de la personne avant d'analyser. Plus vous êtes familier ou familière avec le comportement de cette personne, plus vous allez pouvoir noter des incohérences. Ces incohérences peuvent être verbales, non verbales ou paraverbales. Et puis, une fois que vous les repérez, ces divergences, il faut les questionner. Il faut les questionner de manière logique. Et ça, Mathilde et Magali sont beaucoup plus expertes que moi sur le sujet et vous en parleront avec beaucoup plus de détails que moi. En parlant de détails, mon Dieu, on dirait que la transition a été filée pour ça. On va parler des mots. Parce que les mots, c'est quand même mon domaine, déjà de une, mais surtout, c'est la meilleure méthode qu'on ait aujourd'hui pour établir la crédibilité de quelqu'un. Aux dernières nouvelles, c'est quand même par les mots qu'on communique le plus facilement.
Si je devais vous donner exactement la même conférence sans les mots, ça serait compliqué aujourd'hui. Soyons bien d'accord. Alors, j'avais une partie sur les souvenirs, pour expliquer un petit peu ce que c'était que le reality monitoring. Le reality monitoring est une grille d'analyse qui contient, dépendamment de qui travaille dessus, 4 à 6 indicateurs, du type de détail que l'on va pouvoir utiliser pour analyser le discours. C'est basé sur cette idée que, les souvenirs que l'on crée de manière externe sont différents de ceux créés de manière interne. Qu'est-ce que ça signifie? Quand vous allez, vous remémorer quelque chose qui s'est réellement passé, vous n'aurez pas le même contenu que lorsque vous allez créer un souvenir, donc mentir en l'occurrence. C'est une hypothèse qui est formulée très bizarrement. Ce que vous pouvez garder en tête, c'est l'idée que lorsque on applique, le reality monitoring, en fait, on cherche à distinguer le langage mensonger du langage authentique. Alors dans le reality monitoring, vous avez différents types de détails. Globalement, vous avez, les détails spatiaux, les détails temporels et les détails émotionnels qui sont parmi les plus importants. Alors autour de ça, il y a bien entendu plein d'autres critères qui peuvent venir s'ajouter, mais si vous utilisez les critères classiques, vous arrivez approximativement à 70 de détection correcte, ce qui en soi est quand même pas mal mieux que 54 %. Donc pourquoi pas? Pourquoi ne pas simplement utiliser une liste de 4 ou 6 critères qui vous permettraient de mieux détecter le mensonge? C'est aussi simple que ça. Alors on va y revenir sur cette question-là parce que c'est pas aussi simple. Plus récemment, on a rajouté, en tant que chercheur et formateur, d'autres détails qui pourraient être intéressants, notamment les détails vérifiables. L'idée est somme toute assez simple, c'est que lorsque vous allez mentir, vous allez chercher à préserver votre crédibilité lorsque vous mentez et vous allez avoir tendance à donner moins de détails qui pourraient potentiellement être vérifiés. Vous allez moins mentionner des lieux où vous savez que quelqu'un aurait pu vous voir. Vous allez moins mentionner, certains endroits où vous savez qu'il y a, par exemple, des caméras de sécurité. Vous n'allez pas mentionner que vous êtes allé à la banque, par exemple, parce que ça laisse des traces sur vos relevés bancaires, et cetera, et cetera. On est quand même fin stratège quand on ment, je vous rappelle, on est bon menteur. Et ben, on se rend compte que lorsqu'on ment, on a moins de détails vérifiables qui apparaissent. Ça ne veut pas dire qu'on va aller les vérifier, ça veut simplement dire qu'on cherche à moins se faire griller potentiellement. Ceci, recoupe notamment les conversations téléphoniques, des retraits bancaires, des voyages, des visites, des témoins, et cetera. Je vois qu'il me reste à peu près 4 minutes si je veux un peu de place pour les questions et qu'il me reste 13 slides. On va y aller, ça va le faire. La démarche qui a été la plus investiguée depuis les années 2000, c'est celle de la complexification de la production du mensonge. Plutôt que de chercher à détecter, on va chercher à complexifier la production du mensonge. Quand vous mentez, je vous pose la question simplement, vous pouvez le faire, dans votre tête, hein, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Spontanément, ce qui va vous revenir en tête, c'est ce que vous avez fait ce matin pour de vrai. C'est le souvenir de votre petit déjeuner, de ce sur quoi vous avez travaillé ce matin, et cetera, des gens que vous avez pu voir. Si vous devez mentir, vous avez besoin de cet accès. Vous allez d'abord activer la vérité et une fois que vous avez activé la vérité, vous allez décider de mentir. Quand vous avez décidé de mentir, vous avez tout un travail de construction qui va se mettre en place avant d'agir et de mentir. Et en fait, tout ce travail de construction est plus important quand vous mentez que quand vous dites la vérité. Ça semble logique. Vous devez altérer la vérité quand vous mentez et quand vous dites la vérité, vous devez, entre guillemets, simplement nous raconter la vérité. C'est plus simple de dire la vérité que de mentir. Les scientifiques aiment utiliser des mots plus compliqués, donc ils vont dire que mentir est cognitivement complexe. Ça veut dire qu'on va utiliser des ressources cognitives plus importantes. On peut parler, si vous voulez, d'efforts mentaux plus importants. C'est comme si vous aviez deux vélos stationnaires qui étaient en train de pédaler à la même vitesse, transpirer de la même manière, respirer de la même manière, mais qu'il y en a un qui était en train de faire un effort plus important. Vous ne pouvez pas le voir a priori puisqu'ils pédalent à la même vitesse, ils ont exactement le même comportement. La seule manière que vous avez de le détecter, c'est de leur demander d'accélérer. Il y en a un qui est sur un très grand braquet qui va galérer, et l'autre qui est sur le plus petit pignon qui va pouvoir accélérer beaucoup plus facilement. Eh bien, c'est ce qu'on va demander aux menteurs de faire. On va leur demander d'accélérer mentalement.
de produire, mais un petit peu différemment de d'habitude pour que ça soit plus complexe pour eux. Alors, pour ce faire, on a notamment le récit à rebours. Grande technique utilisée par la police notamment, hein, qui est la technique la plus étudiée sur le sujet, notamment parce que le récit à rebours est ce qu'on appelle une charge cognitive ambivalente. Elle va faciliter l'acquisition de détails chez la personne sincère et elle va produire un effort complémentaire chez le menteur. Donc, ça permet de potentialiser les différences entre personnes sincères et mensongères et eh bien, c'est très, très, très utilisé pour complexifier la production du mensonge. Mais, hors cadre policier, c'est compliqué à appliquer. Alors, il y a d'autres techniques que vous pouvez utiliser, hein, encourager à parler, simplement dire: d'accord, continuez, dites-moi plus». Bah, le menteur, à un moment, va s'essouffler, il doit continuer à faire son effort et si vous êtes en train de pédaler sur le plus haut braquet, vous allez vraiment galérer à la fin. L'usage stratégique de la preuve, ça, j'en parlerai pas en détail, mais si ça vous intéresse, on peut en parler. Ce qui est intéressant, c'est que c'est applicable aussi dans d'autres cadres que le cadre policier, hein, cadre des assurances notamment. Et puis, le silence. Le silence, ça, c'est quand même fantastique. Laissez l'autre mariner dans ses réflexions pendant que vous vous taisez. C'est quand même incroyable. Simplement de laisser l'autre se poser la question de: «Mais qu'est-ce qu'il ou elle attend encore de moi?» Eh bien, ça pousse le menteur à potentiellement se trahir davantage. J'ai quasi fini. J'ai vraiment quasi fini. En plus, j'avance bien, c'est bien. Il y a un élément dont on doit encore parler, et ça, vous en avez tous entendu parler récemment. L'intelligence artificielle est au centre de tous les centres d'intérêt aujourd'hui parce que ChatGPT ou ChatGPT, comme vous préférez, est partout. Et partout en ce moment, on en parle partout, voilà. Même les pseudo-experts commencent à débarquer sur le sujet, ce qui est quand même incroyable. Alors, l'intelligence artificielle nous sauvera-t-elle? Difficile de répondre à cette question aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec l'intelligence artificielle et notamment les nouveaux développements basés sur l'analyse linguistique par transformer, alors on ne va pas rentrer dans les détails, amène 90% de détection correcte, de détection du mensonge. Ce qui est quand même un résultat que l'être humain sera probablement loin d'atteindre un jour dans sa vie. 90% de détection, c'est au-delà de ce qu'on peut espérer. Alors, qu'est-ce qu'on attend, vous allez me dire? Et on a des études qui montent à 95. Génial, fantastique. Eh bien, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a des avantages, c'est sûr, et il ne faut pas qu'on reste bloqué sur les avantages. On a ce qu'on appelle une fiabilité intercodeur. Ça veut dire que chaque fois que vous allez lancer l'IA, l'IA va vous produire les mêmes résultats. L'IA sera toujours capable de détecter de la même manière la vérité et le mensonge. Fantastique. Ça a une rapidité d'exécution qui est au-delà de ce qu'un être humain peut produire dans toute sa vie. Si vous suivez un peu l'affaire ChatGPT, ChatGPT a ingurgité tout Wikipédia. Alors bonne chance, hein, si vous vous y mettez demain, peut-être que vous avez une chance d'arriver à tout le français, mais elle a ingurgité tout l'anglais et ça représente 0,6% de son corpus de données, c'est-à-dire une goutte d'eau dans l'océan. Donc une rapidité d'exécution qui nous dépasse et au-delà de ça, un taux de détection qui est généralement intéressant. On arrive à des taux qui sont au-delà de ce que l'être humain pourra un jour atteindre. Bon, alors les inconvénients. Premièrement, il y a le paradoxe de la diversité des indices. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut se reposer dans le domaine de la linguistique sur plusieurs centaines d'indices à la fois. Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, pas grand-chose, c'est ça le problème. Lorsque vous avez autant d'indices, vous n'avez jamais la certitude qu'il y a un indice qui vous permet de détecter le mensonge, ou même, globalement, qu'il y a une combinaison d'indices fiables qui va vous permettre de détecter le mensonge. Donc, prudence là-dessus. La transcription est toujours nécessaire. Les accents ont disparu, ne me demandez pas pourquoi. La transcription est toujours nécessaire, ce qui veut dire qu'avant de faire votre analyse, vous devez de toute façon transcrire vos entretiens. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup à gagner du temps sur cette partie-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle le biais d'automatisation. Dans ce biais d'automatisation, vous pouvez retrouver le fait que certains vont se reposer davantage sur l'IA qu'ils ne le devraient, et d'autres vont rejeter des conclusions de l'IA qui pourraient en réalité être intéressantes. Et puis surtout, et là je vais illustrer par la citation que je préfère dans mes formations,
il y a un problème éthique. Il y a un problème éthique. On travaille avec une boîte noire qui va nous donner des résultats qu'on ne peut pas observer, dont on ne connaît pas la méthode. Et oui, l'IA, c'est beaucoup de pouvoir, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si vous ne savez pas qui est Benjamin Parker, vous pouvez retourner voir Spider-Man. C'est une grande source de philosophie au quotidien. La question éthique étant bien entendu celle qu'on peut discuter le plus possible. Alors, j'ai terminé, je vous remets mon visage fantastique bien sûr, et je vous indique les manières de me contacter si vous le souhaitez, par Twitter ou par LinkedIn. N'hésitez pas si vous avez des questions.